Du 16 au 19 novembre, le festival Photomontier revient pour sa nouvelle édition. Au programme, exposition photographique, conférences, activités jeunesse, mais aussi village des marques avec présentation de matériel photo et d'observation. Cette 26e édition sera parrainée par Olivier Larrey et Pascal Maître. Informations et réservations sur le site internet photomontier.org. Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce lundi 13 novembre. Ils étaient une cinquantaine à s'être rassemblés vendredi dernier devant le service et établissement public d'inclusion et d'accompagnement Argonne-Meuse de Bar-le-Duc. Une grève solidaire menée par la CFDT qui souhaite que les agents des secteurs sociaux et médico-sociaux soient concernés par la revalorisation mensuelle du Ségur. Les rencontres Interalto se poursuivent en Haute-Marne. Ces rendez-vous qui ont débuté lundi dernier sont un temps d'échange pour les élus des collectivités et les responsables professionnels et institutionnels afin d'évoquer certains enjeux actuels comme notamment la transmission agricole. Nous vous emmènerons au refuge du Perthois, une association qui a secouru et fait adopter une cinquantaine de chatons depuis sa création en 2020. D'ici 2024, le refuge va continuer d'évoluer avec notamment la construction d'un bâtiment éco-responsable à Aulnois-en-Perthois. Ce samedi 11 novembre s'est tenu le 105e anniversaire de l'armistice signé à Rotonde dans l'Oise en 1918. Plusieurs commémorations ont eu lieu sur notre territoire pour rendre hommage aux morts pour la France. Nous aurons sur notre plateau Cédric Schwint, directeur de l'Office national des combattants et victimes de guerre de la Meuse, pour nous parler du devoir de mémoire. Une cinquantaine d'agents du social et médico-social se sont réunis vendredi dernier devant les services et établissements publics d'inclusion et d'accompagnement Argonne-Meuse de Bar-le-Duc. En cette période de forte inflation, ces salariés du public et du privé associatif sont les oubliés de la revalorisation mensuelle du Ségur. Même si la mise en place de ce complément de rémunération à la hauteur de 1 933 € se fait progressivement en Meuse, le syndicat 55 CFDT Santé Sociaux constate une forme d'injustice pour ceux qui ne l'ont toujours pas obtenu. Explication de Clémentine Coppola. Et nous ? C'est la question que pose le syndicat CFDT au gouvernement. En grève ce vendredi 10 novembre, en Meuse, une cinquantaine de personnes se sont réunies devant les locaux des services et établissements publics d'inclusion et d'accompagnement Argonne-Meuse. Ces agents se mobilisent pour que tous les salariés du secteur social et médico-social, public ou privé associatif, accèdent au Ségur. Un accord signé en juillet 2020 qui assure une revalorisation mensuelle de 183 € net. Ce complément de traitement indiciaire concerne déjà 1,5 million de professionnels, mais pour le syndicat, trop de personnels ont été oubliés. On revient à la charge, c'était une fois de plus, puisqu'on était déjà présent l'année dernière, pour aider nos collègues, parce qu'on a à peu près 135 agents qui n'ont pas eu bénéficié du Ségur, ce qui a un impact financier, un impact aussi moral et psychologique, pour des raisons diverses. Et du coup, on est là pour les soutenir et pour les aider, pour que leurs paroles soient entendues. On travaille tous ensemble, alors on ne peut pas se permettre que les corps style secrétaire, collègues de nuit, ouvriers, ne puissent pas avoir le Ségur, alors que nous, sur les mêmes lieux, on les a. Voilà. Nous, c'est le Ségur pour tous et pas de différence. Sur place, des chauffeurs, des secrétaires ou encore des agents de veille. Et pour ces professionnels qui n'ont pas encore reçu le Ségur, c'est l'incompréhension. Si on ne touche pas la prime, c'est qu'on estime qu'on n'est pas nécessaire. Moi, je pense que tout le monde est nécessaire. On est, de toute façon, pour moi, un établissement public comme une entreprise. Tout le monde est essentiel parce que sinon, le maillon, ça ne fonctionne pas, quoi. Tout le personnel est là pour faire tourner la boutique, donc je pense qu'on doit être tous égaux, concernés. Voilà. Ce vendredi, la CFDT a également été reçue au conseil départemental pour discuter du Ségur avec les élus locaux. Une nouvelle action de grève est prévue dans 6 mois.
Les rencontres Interalto reviennent sur notre territoire. Organisées jusqu'à lundi prochain par les chambres d'agriculture de l'Aube et de Haute-Marne, ces rencontres sont dédiées aux échanges, au plan d'action des projets sur le territoire, mais aussi sur les enjeux locaux. Cette année, le thème abordé est la transmission agricole, un enjeu à la fois sociétal et économique, comme la biodiversité et l'emploi. Mercredi dernier, professionnels et élus des collectivités du secteur entre DER et OPI ont échangé sur cette thématique à Rue. Un reportage de Manon de Fontis. En Haute-Marne, le nombre d'exploitations agricoles diminue. Exemple sur le territoire entre DER et OPI, situé au nord du département. En 2010, 588 fermes étaient recensées sur ce secteur. En 2020, il y en avait plus que 502, soit une baisse de 15% en 10 ans. Face à ce constat, les chambres d'agriculture de Haute-Marne et de l'Aube, en partenariat avec la Mutualité sociale agricole, organise les rencontres Interalto en Haute-Marne et dans l'Aube depuis le 6 novembre dernier. Ces réunions sont des temps d'échange entre les élus des collectivités, les responsables professionnels et institutionnels sur un thème d'actualité, la transmission agricole. Comme ici à Rue, près de Joinville, où une dizaine de personnes étaient réunies. La population agricole vieillit et aujourd'hui on a 60% des agriculteurs qui ont plus de 50 ans. Donc ce sujet de la transmission devient et va devenir très, très important. C'est important parce que ça concerne à la fois les agriculteurs, mais du coup ça concerne aussi le territoire, à la fois les filières, l'occupation du territoire, l'activité économique, les emplois. On va dire l'importance de l'agriculture est quand même prépondérante dans les territoires ruraux. Donc voilà, ça concerne effectivement les collectivités, les maires, toutes les collectivités. Ouais. Une nouvelle rencontre Interalto aura lieu sur le territoire du Barrois au Bassigny le 15 novembre prochain à la Maison de l'Agriculture de Chaumont. Le refuge du Perthois va s'agrandir. Lauréat en 2020 du concours Ma fameuse idée organisé par le département de la Meuse, l'association va bénéficier d'une subvention de 50 000 € afin de construire un bâtiment dédié à ce refuge à Aulnois-en-Perthois. En attendant les travaux, les chatons secourus par le refuge sont choyés par des familles d'accueil avant d'être adoptés, comme c'est le cas de Tempo et Mouli, que nous fait découvrir Manon de Fontis. Sur ce terrain, situé à Aulnois-en-Perthois dans la Meuse, se construira prochainement un tout nouveau bâtiment dédié au refuge du Perthois. Créée en 2020, cette association a pour but de secourir et de permettre l'adoption des chatons errants tout en stérilisant et limitant les populations félines du territoire. Pour les chatons, dans les gros refuges, c'est pas évident au niveau des maladies. C'est des animaux qui sont pas encore vaccinés et tout petits comme ça, ils ont des besoins spécifiques. Ils ont besoin d'être biberonnés, vraiment dans une pièce à part, de faire encore plus de précautions sur les maladies. Et je voulais vraiment un refuge, qui leur est dédié. Ainsi, 50 mètres carrés seront dédiés à ce refuge. Le début des travaux de ce bâtiment est prévu courant 2024. Mais en attendant de le voir sortir de terre, les chatons recueillis par l'association sont choyés par des familles d'accueil avant de pouvoir être adoptés. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Tempo et Mouli. Ces deux chatons ont été retrouvés dans les rues parisiennes en septembre dernier, puis secourus par l'association. Après avoir été chouchoutés pendant plusieurs semaines par Laurie, fais les au revoir. Les voilà adoptés par ce couple meusien. On recherchait un peu partout sur les réseaux et puis on est tombé sur la petite noire là. Et puis j'ai vu qu'il y avait sa sœur aussi et je voulais pas les séparer, alors du coup on a pris les deux. À chaque fois c'est bizarre, on s'y attache, comme on les a tout petits, qu'on les biberonne, qu'on se lève la nuit, qu'on s'en occupe, on s'y attache forcément et quand ils partent, ça fait toujours un petit pincement. En 3 ans, les bénévoles ont secouru et fait adopter plus d'une 50aine de félins. C'est les sauver, c'est leur donner une chance parce que dehors, quand ils sont tout petits, ils sont livrés à eux-mêmes. Au total, 5 familles accueillent et s'occupent bénévolement des chatons afin de leur donner une seconde chance loin de la rue. On n'a pas assez de familles d'accueil, donc on refuse des prises en charge. Donc plus on aura de familles d'accueil et de bénévoles pour nous aider, plus on pourra sauver de chatons. Donc oui, on en recherche autant que possible en fait. Après quelques pas hésitants,
Tempo et Mully se sont facilement adaptés à leur nouvel environnement. Le refuge du Perthois espère pouvoir encore sauver de nombreux jeunes félins dans les années à venir. Ce samedi 11 novembre fut marqué par 2 commémorations, celle du 105e anniversaire de l'armistice et des 100 ans de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris. Plusieurs hommages et cérémonies ont été rendus sur notre territoire afin notamment de préserver le devoir de mémoire. Et pour nous en parler, Cédric Schwint, directeur de l'Office national des combattants et victimes de guerre de la Meuse, est notre invité. Bonjour Cédric Schwint. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le devoir de mémoire et l'enjeu de le préserver et de le transmettre aux générations futures ? Alors, à notre époque, c'est surtout prendre en compte les événements de notre histoire, une histoire riche du siècle passé, pour comprendre quel a été ce sacrifice, cet investissement de tous nos soldats dans les différents conflits, qui se sont battus pour des valeurs de paix, de liberté, qui sont celles que nous vivons aujourd'hui. Donc, notre devoir avant tout est de reconnaître leur engagement, et d'arriver à nourrir cette mémoire dans l'esprit de nos jeunes pour qu'ils comprennent qu'à l'avenir, ce n'est toujours pas acquis. Il faut constamment remettre le pain sur la table. Voilà. Et Lazzare Ponticelli était le dernier vétéran français de la Première Guerre mondiale, à s'être éteint en mars 2008, il y a déjà 15 ans. Y a-t-il une crainte que l'histoire de la Première Guerre mondiale disparaisse aussi au fil des années ? Alors, il est espéré que dans le cadre de nos programmes scolaires, ce soit quelque chose qui soit toujours enseigné du fait de l'étendue du drame que ça a représenté il y a un petit peu plus d'un siècle. 700 km de front, du Pas-de-Calais à la Suisse. Notre région Grand Est, bien sûr, a payé très cher ce prix et les nombreuses cicatrices qui sont encore présentes, la mémoire de pierre, le champ de bataille, les nécropoles, font que nous aurons encore longtemps sous les yeux les preuves tangibles que ce conflit s'est bien déroulé. Maintenant, le transmettre, ça va être une œuvre communautaire, l'école, les familles, les collectivités locales, les associations, qui ont chacune leur rôle à tenir. Et justement, on a eu les cérémonies commémoratives qui se sont succédées ce week-end, en Haute-Marne et en Meuse, avec notamment la présence des associations des anciens combattants. Malgré un nombre d'adhérents en baisse, comment on peut expliquer ce manque d'adhérents, justement ? Alors, il s'explique simplement par le temps qui passe. Nous avions, comme vous l'avez dit, les derniers poilus qui nous ont quittés, bientôt les derniers combattants de 39-45. Pensons à ceux d'Indochine, ceux d'Algérie qui constituent aujourd'hui le vivier le plus important, et nos militaires des opérations extérieures qui, depuis les années 60, vont défendre les valeurs de paix sur d'autres territoires. Le nombre de soldats diminue, le nombre de morts pour la France diminue. C'est aussi un résultat tangible de ce qu'ont voulu nos anciens combattants. Ils se sont battus pour qu'on ait la paix, et cette paix, depuis 80 ans, nous la cultivons dans notre Europe. Nous avons bien conscience que d'autres guerres se déclenchent de par le monde, mais nous avons peut-être mûri en ce sens, en capitalisant sur ce que nos poilus appelaient la der des der. Et faut-il donc s'inquiéter de l'avenir des associations d'anciens combattants, ou justement c'est une bonne chose finalement si... Une étude nous a montré que sur le cours du XXIe siècle, il y aura encore 500 ou 600 000 anciens combattants présents sur notre territoire, ce qui est bien moindre qu'aujourd'hui. Mais ils continueront d'exister. Par contre, les enfants, petits-enfants, sympathisants, familles de ce monde combattant pourront intégrer ces associations et à leur tour défendre la mémoire du pays, mémoire des familles, et continuer à entretenir ce devoir de mémoire que vous citiez au début de votre reportage. Et les départements, bien sûr, de la Marne, de la Haute-Marne, mais aussi de la Meuse, n'ont pas été épargnés durant ce conflit mondial et ont d'ailleurs joué un rôle important. On pense notamment à la fameuse bataille de Verdun. Par exemple, mais je pense aussi à l'Argonne, à la Champagne, au Haut-de-Meuse. Il reste aujourd'hui quelques traces tangibles, comme le champ de bataille à Verdun, qui est à ciel ouvert, visitable, et qui draine des centaines de milliers de visiteurs de toute l'Europe, il faut bien le dire, pas que du Grand Est. Il y a ces 300 nécropoles sur le territoire français, où reposent 780 000 soldats. Mémoire de pierre, la pierre va durer. Donc ce paysage, cette cicatrice, est là encore pour longtemps. À l'ONAC, notre charge est de l'entretenir, et ce seront autant de vecteurs disponibles demain, dans 10 ans, dans 30 ans, pour que notre jeunesse puisse venir s'instruire sur les événements du passé. Et l'année 2024 sera elle aussi riche en commémoration, avec le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des dates clés comme le débarquement le 6 juin 1944 ou encore l'appel du général de Gaulle le 18 juin de la même année. Merci beaucoup Cédric Schwint de nous avoir expliqué l'importance de ce devoir de mémoire. Merci pour votre invitation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous demain pour la prochaine édition du 15 Info. En attendant, passez une très bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.
Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.